Alors avec Claire, nous avons choisi ce titre pour présenter notre travail de collaboration. Et avant de commencer, je vais saluer chacun de vous qui êtes présents aujourd'hui. Merci, merci pour l'accueil, merci pour la présence. Et nous sommes à distanciel, donc je suis pas trop dans mon habitude de faire ça, mais et en même temps de participer à ce genre de rencontres avec des chercheurs et des universitaires, donc c'est des scientifiques, donc voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci Claire, encore avec qui nous avons commencé à travailler il y a plus de 10 ans maintenant. Enfin, ce travail, on l'a débuté en 2017, précisément. La reformulation permanente approche pour la décolonisation des collections muséales et des imaginaires coloniaux. Voilà, la décolonisation, ce mot, ce terme qui est aujourd'hui a pris une place particulière à travers les musées nationaux, internationaux, européens en particulier. Alors, nous allons vous présenter un peu à partir de quoi, comment et pourquoi. Est-ce que tous les deux, on a choisi la hache ostensoir en particulier pour parler de la reformulation permanente et de la décolonisation des imaginaires dans les musées. Donc, pour vous tous inquiètes du pays, vous connaissez, peut-être pour ceux qui sont de l'Océanie en général, peut-être aussi que vous connaissez ce que représente, ce qu'est une hache ostensoir dans les musées, que l'on peut retrouver dans les musées nationaux européens, en Nouvelle-Calédonie également. Donc, vous verrez, vous pourrez voir des photos dans le défilé, quand on va défiler les images. Et c'est un objet très important dans la société kanak, encore aujourd'hui, hein. Elle est encore utilisée pour l'intronisation des chefs par le Sénat coutumier en Nouvelle-Calédonie. Et c'est un objet également rempli de mémoire, et bien évidemment de la mémoire orale, et de la mémoire orale à partir de la parole kanak. Donc c'est aussi de ça que nous allons parler aujourd'hui, la force, la puissance de la parole à travers les objets. C'est la question de la décolonisation des imaginaires à travers la reformulation permanente. Le moivé, pourquoi alors, je vais commencer avec le moivé. La genèse de cette réflexion, pour moi, personnellement, elle a débuté à cet endroit. À ce moment donné-là, heu, le moivé, la création du centre culturel Tjibaou, qui est issu, des accords de Matignon, de 1988, heu, qui est un centre dédié à la culture kanak, a été édifié, entre 95 et 1998, donc par l'architecte Rezo Piano. Et ce chantier faisait partie des grands travaux de la République engagés par le président François Mitterrand. Et après son ouverture en 1998, le Centre culturel Tjibaou a permis à la société kanak de se rendre visible et audible dans le paysage de la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'était pas le cas avant. Et bien évidemment dans la région de l'Océanie-Pacifique. Et c'est au fur et à mesure après l'ouverture en 1998 du Centre culturel Tjibaou, que le peuple kanak a pu se réconcilier avec lui-même, avec sa mémoire, sa parole, avec son ciel, avec son océan, avec les esprits de sa terre. Parce qu'on était sorti des accords de Matignon après les événements des années 80. Ce centre culturel a donné la possibilité au peuple kanak de pouvoir imaginer son présent
et d'imaginer son futur avec l'apport de nouveaux outils. Et l'outil Le Moivé, le journal, la revue culturelle, pardon, Le Moivé, heu, fait partie de ces outils heu, précieux qui ont permis au peuple kanak de se remémorer sa parole et se rattacher à sa mémoire. Et ce qui a donné la possibilité également ensuite en 1999 au Sénat coutumier qui a été créé, également de pouvoir faire en sorte de collaborer avec le Centre culturel Tjibaou sur ce qu'on appelle la collecte du patrimoine oral et également sur un travail sur le cadastre coutumier sur l'ensemble des chefferies du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors la revue culturelle Moivé, pour moi, qui était à l'époque dirigée par monsieur Gérard Delario, comme je vous le disais, c'est une revue qui a permis dans un premier temps, dans une forme de réconciliation, de réconcilier le peuple kanak avec les réalités de son présent et de renouer le peuple kanak avec sa mémoire orale, et ceci aussi à travers les objets, en particulier par l'écriture et la photographie, dans la revue Le Moivé. Et ce qui a permis à beaucoup d'hommes, de femmes, penseurs, penseuses, de l'évolution de la société kanak, donc de s'exprimer et de permettre aux Calédoniens cette fois, à la société calédonienne, de comprendre autrement, leur pays, de comprendre les valeurs morales, intellectuelles, spirituelles des premiers habitants du territoire, c'est-à-dire les Mélanésiens, les Kanaks. Cette revue a permis cela. Le Moivé, qui signifie maison de la parole en langue Najubéa, la langue de ma maman, donc de mes oncles utérins du Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce travail, comme vous pouvez voir à l'image, j'ai publié en 2015 avec Claire Brison, donc un travail de collaboration sur des objets qui étaient des objets du père Goubin. Et avec ces objets, j'ai écrit des poèmes. Alors ces poèmes, pour moi, ce sont des poèmes qui sont inscrits justement dans cette pensée de reformulation permanente à travers notre génération. La mienne, j'ai 49 ans aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler au Moivé, j'avais 27 ans. J'ai commencé à travailler au Moivé à 27 ans, j'étais jeune pigiste, journaliste pigiste avec Gérard Delario. Et c'est à ce moment donné en particulier que j'ai pu saisir la richesse du Moivé, la profondeur que le Moivé traitait sur la question kanak, sur la question de la société kanak en particulier. Et à travers mes poèmes, euh, qui ont été édités en 2015, c'est ce travail de cheminement depuis 2003, les premières années où j'ai travaillé au Moivé, qui m'ont permis donc de penser la société kanak d'une manière différente en tant que poète, de visualiser également tout le trajet qui a été fait à travers les luttes, les combats du peuple kanak pour la réappropriation de son identité, et à travers nous, nos jeunes générations, donc comment on s'approprie la question de la reformulation permanente pour l'inscrire dans le présent et justement le projeter dans le futur à travers mon trajet, c'est la poésie. C'est par la poésie que je peux capter la puissance de feu de l'imaginaire kanak, océanien, mélanésien, polynésien, etc. Et tenter de approcher au mieux à chaque fois la question de la reformulation permanente. À travers ça également, c'est la question de la culture et de la tradition que je souhaitais aussi traverser. Qu'est-ce que la tradition? Qu'est-ce que la culture? Nous, en tant que jeunes Kanaks, quand j'étais encore en Nouvelle-Calédonie, quand on parlait de culture et de tradition, bon, pour nous, c'était des mots un peu, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Alors, avec le temps, je repositionne les choses d'une manière différente à travers l'écriture. Donc, c'est une question de rapport de force en même temps, de reconstruction euh, à partir d'une pensée qui est une pensée mélanésienne, et celle-ci à travers la construction d'une société et d'une nation de la Nouvelle-Calédonie que nous espérons. Et ça passe
par la décolonisation des littératures, coloniales. C'est-à-dire, la question de la reformulation permanente également, sur le plan littéraire ou sur le plan de la pensée, nous interpelle pour également travailler la partie, ce que j'appelle la décrituration de la pensée coloniale. Et d'écriturer d'une manière, la pensée coloniale, c'est apporter, heu, en tout cas se réapproprier l'imaginaire, de la pensée autochtone, qui est la pensée mélanésienne kanak. C'est de cette façon, en fait, que je travaillais, mes poèmes à travers, cette collaboration avec, madame Claire Bouison, et ce qui m'a permis donc d'initier, donc ces poèmes, d'écrire ces poèmes dans le sens, de tenter d'approcher toujours le concept, pensé par Jean-Marie Tjibaou, afin de pouvoir essayer de constituer une sorte de corps et de chair, j'appelle ça corps et chair d'imagination, qui soit rénové à partir de lui-même. C'est-à-dire un corps, de chair d'imagination rénové à partir de lui-même, c'est-à-dire c'est quand c'est pensé à partir d'un autochtone, pensé, réfléchi et produit par un autochtone. Et dans un acte de tissage, parce que ce sont nos valeurs, de tisser des relations avec d'autres pensées, ce qui nous met en interaction. Peut-être que je vais, reprendre la parole, Denis, pour présenter le cas d'étude et après tu pourras revenir? C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Merci. Donc comme l'a expliqué Denis, on collabore depuis, une dizaine d'années maintenant et aujourd'hui, on va vous présenter le cas d'étude de la hache ostensoir kanak qui est conservée au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire à Lausanne. C'est un musée qui a une collection de 4 800 objets, d'ethnologie, mais qui ne les expose pas puisque le sujet du musée, c'est, l'archéologie et l'histoire, locale, c'est-à-dire vaudoise du canton de Vaud en Suisse. Donc la première chose, là, je vous montre une copie d'écran et je vais vous expliquer un peu le travail, qui a été fait en amont avant que Denis puisse travailler lui-même sur l'objet. Donc l'idée, c'était de excusez-moi, je me mets dans l'autre sens. L'idée, c'était déjà de définir le donateur, pourquoi est-ce qu'il avait donné, quand, dans quel contexte. Donc le donateur, c'est Benjamin Delessert. Benjamin Delessert qui est, genevois d'origine par son grand-père et qui, en fait, va à Paris. Il est banquier, il est entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui touche à tout. Voilà quelles sont les grandes lignes de sa biographie. Donc, il est parisien d'origine genevoise par son grand-père, comme je vous le disais. Il est banquier, il est aussi botaniste, propriétaire d'un musée de botanique à Paris qui fait concurrence au Muséum d'histoire naturelle. Il soutient financièrement des explorations et en retour, les gens lui donnent des spécimens. Il est au milieu d'un réseau, en fait, donc des spécimens de botanique et des objets. Et en 1824, il donne un lot d'objets ethnographiques au musée cantonal à Lausanne, dont cette hache ostensoir. Les hypothèses de dons au musée cantonal, donc probablement en raison des origines vaudoises de sa femme, qui décède un an auparavant, donc en 1823. Aussi en raison de l'appel des conservateurs du musée cantonal à donner des objets pour construire l'identité nationale, parce qu'il faut savoir que jusqu'à la début du 19e siècle, début du oui, 19e siècle, il y avait les Bernois qui occupaient en fait le canton de Vaud, ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le canton de Vaud. Et quand ils sont libérés du joug bernois, ils ont voulu aussi créer leur musée, leur propre identité. Enfin, la création de l'identité passait par la création des musées, comme une affirmation de soi. Euh, Et ensuite, je vous montre les extraits du livre d'inventaire. C'est tout ce qui a été mis à disposition pour parler de cet objet. Donc, je vais vous lire le texte qui est vraiment dans un vocabulaire ancien et qui est aussi qu'il faut le prendre avec du recul et il faut critiquer ce vocabulaire et se dire qui a écrit ça et dans quel contexte. H appelé N-boîte, dont les sauvages de la Nouvelle-Calédonie se servent pour scalper le crâne de leurs prisonniers. C'est un grand disque de jade tranchant euh, porté par un manche de bois de fer. Et il y a une référence à l'attelage du voyage de la recherche de la Pérouse. Page de l'Atlas numéro 38, planche 38, figure 19. Et on a une autre, dans un autre livre d'inventaire, dans une autre liste, on a à nouveau N-boîte, instrument de mort du sauvage de la Nouvelle-Calédonie. Et comme je le disais, il faut vraiment se poser la question de d'où viennent les sources.
Et là, je fais référence à la planche qui est citée, issue de l'atlas du voyage de la Pérouse. Donc, c'est la planche 38 et la figure 19. Et on voit une hache ostensoir. Et là, je vous mets en comparaison les deux haches, donc celle du musée et celle de la planche. Et elles sont assez similaires au niveau de la forme du disque de jade et aussi au niveau des petites tresses en poil de roussette en bas. Et c'est ce qui a permis d'émettre l'hypothèse que cette hache venait probablement du voyage d'Entrecasteaux à la recherche de la Pérouse. Ensuite, je fais référence au livre, au journal de voyage d'Entrecasteaux qui a été publié, dans lequel il cite cette hache. Nous apprîmes enfin par plusieurs d'entre eux que cet instrument était destiné à éventrer les corps victimes et à détacher la chair des os. Et quand je vous disais qui parle pour qui, il faut se rappeler qu'Entrecasteaux, son voyage, c'est une commande du roi de France et que donc il écrit son journal de voyage en réponse au roi de France qui l'a mandaté pour ce voyage. Et c'est aussi une manière de valoriser les exploits français et tout au détriment des gens qui vont rencontrer et qui vont aussi finalement le début de la conquête des territoires. Donc l'hypothèse de collecte, c'est ce que je vous le disais, collectée entre 1791 et 1794, probablement durant l'expédition du voyage d'Entrecasteaux, quand on se base sur les photos et quand on sait aussi que Cook n'avait pas collecté d'objets précédemment. Mais Denis va revenir dessus. Voilà, et là, je vous présente Denis dans les réserves du musée cantonal à Luçon. Et l'objectif du travail, c'était dans le cadre d'un projet d'exposition sur les collections du XVIIIe siècle en Suisse et le regard que portait la Suisse sur l'ailleurs et inversement le regard que l'ailleurs portait sur la Suisse. L'idée, c'était vraiment de renommer cette hache, puisque les haches ostensoirs dans les inventaires européens sont toujours décrites comme haches ostensoirs en référence à l'objet du culte catholique qui est l'ostensoir, dans lequel on présente l'hostie. Et l'objectif dans l'exposition, c'était aussi de critiquer ces termes qui sont des termes chrétiens, des termes d'appropriation, pour le coup immatérielle, via le langage. Et donc, le travail avec Denis Pourawa consistait à proposer dans une des 28 langues kanak une nouvelle appellation qui a donné lieu à plein de projets ensuite. Denis, je te laisse reprendre la parole. Il nous reste à peine 3 minutes, donc il va falloir qu'on soit concis. Alors, tu pourrais mettre l'autre photo, voilà, merci beaucoup, Claire. Ah, voilà, celle-ci. Merci. Alors oui, sur ce travail que nous avons mené avec Claire, je vais en venir directement à la question de la reformulation du nom, en tout cas, comment je l'ai renommé, Naakweta. Et si on peut mettre l'autre texte en dessous, s'il te plaît, après. Claire, on peut passer. Oh, attends, pardon. Attends, j'ai pas les mots. Ah voilà, c'est super. Pardon. Oui, donc Naakweta. Pourquoi Naakweta? J'ai donné ce nom, non pas parce que c'est moi qui l'ai inventé, c'est parce que c'est comme ça qu'on le dit en Hanatu, langue Hanatu. Donc pour ceux qui connaissent, toute la partie Hanatu, mais Harangule également. Et Naakweta, elle a plusieurs sens, plusieurs significations à travers l'objet. Ce qu'il faut également comprendre, Naakweta a été également désigné par Maurice Lénart. Il n'a pas utilisé ce nom-là, mais il a utilisé le trajet de la hache à travers la définition, enfin en tout cas dans son bouquin Cycle de Jade, où on peut lire comment il avait retracé un peu le circuit de la hache ostensoir. Alors moi, cette histoire, je l'ai reçue quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je devais avoir entre mes 5 ans jusqu'à mes 10 ans en tout cas. Et c'est des histoires qui se racontent dans nos clans, dans nos familles. Comme vous le savez, comment ça se passe en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie. Donc ce sont dans les clans kanak, les familles kanak, où on raconte des histoires à des enfants parce qu'un tel est à tel statut, etc. Donc on a tous des statuts dans les clans kanak. Et un tel, on est désigné pour quelque chose de précis. C'est comme ça. Et donc, j'ai reçu des paroles de mes grands-mères, de mes grands-pères, qui appartiennent à qui je suis.
Dans la présentation, vous l'avez entendu, donc Burawa, je suis descendant de la lignée Tabembagoume Burawa, de la région Khanatium Khanangrem. C'est une vaste région dans l'histoire de la parole, avant la colonisation. C'était avant la colonisation. Donc, après la révolte de 1878, nos clans ont été dispersés. Et je fais partie de cette histoire, à travers l'histoire de ma lignée, la lignée de mon clan. Et j'ai reçu ce genre aussi de parole, hein. Je dis genre de parole parce que pour beaucoup, la parole kanak, la parole des anciens, ça veut rien dire. Or, à travers ce travail avec l'air, c'est de remettre la parole à sa place à l'intérieur des musées, parce que la parole a sa place. La parole kanak est une parole qui est vivante à travers les objets. Et je suis là pour en faire la preuve avec cet objet en particulier, qui est un objet symbolique pour beaucoup. Les religieux ont nommé ostensoir par rapport à la symbolique sacrée. Donc, Naakweta, le terme Naakweta appartient à la région du sud, de toute la partie, pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie, Kutio, Kweta, tout ça, Donyambo, toute cette partie-là, Dembéa, etc. Toute cette partie-là était une partie très riche, justement, à partir du trajet donc, des haches ostensoirs. Et Naakweta veut dire symboliquement, Na, c'est parler, la parole. Na Jumbea, Na Hanatu, Na Handiaro, c'est la parole, c'est l'esprit de la parole. Et Kweta, il y a plusieurs sens de Kweta. Kweta, très simplement, vulgairement, pour tout le monde, ça veut dire l'eau salée. Kweta. Mais quand tu approfondis l'imaginaire et la pensée, il y a Kweta, Kweta. Et tu as différentes manières de l'exprimer, de le dire. Et dans les différentes manières de l'exprimer, ça exprime encore toutes les nuances, elles sont d'une poésie telle et puis en même temps d'une signification totalement différente les unes des autres. Kwe qui veut dire eau, kwe qui veut dire esprit, âme, pensée, tout ce qu'on veut. Ta qui veut dire calme, paix, sérénité, etc., etc. Donc cet objet, à travers toutes ces définitions-là, n'est certainement pas un objet de guerre, très clairement. Donc c'est un objet qui était un objet pour porter la parole à travers les relations et les liens, les tissages de liens et de relations dans une région donnée et dans toutes les autres régions de même. Donc c'est à travers ce nom-là, Naakweta, qui est un nom qui vient de ce territoire, du pays du sud, des pays Khaintu, que j'ai souhaité reformuler parce que ça appartenait à une histoire que j'ai reçue enfant du clan de mon grand-père, auquel je porte son prénom, en tout cas Denis Joe Nambo, qui est le nom cette fois du clan de mon grand-père, homonyme, et qui est lui de la région de Bouloupari, de la région sud du pays Khanatu, et qui embrasse toute la partie jusqu'à Païta, tout le sud d'Imbéa, etc. Donc c'est toute cette région-là auquel appartient cette histoire que j'ai reçue où il disait un jour, un homme blanc est arrivé, les anciens lui ont transmis une hache, ce blanc leur a donné quelque chose et il a repris son bateau et il est parti. Voilà ce qui est resté dans la parole et que j'ai reçu quand j'avais 5 ans. Entre mes 5 ans et mes 10 ans, c'est une histoire qu'on m'a racontée et qui appartenait à l'histoire du clan de mon grand-père homonyme et qui, lui, a été déplacé par la révolte, en tout cas la colonisation française qui est arrivée dans le sud de la Nouvelle-Calédonie et qui a fait des répressions dans ce qu'on appelle aujourd'hui Nouméa, la capitale Nouméa, et que ces clans-là appartenaient à ces territoires. Et ces clans ont été chassés de Nouméa, de toute la région d'Imbéa, Païta, etc. Ils sont remontés vers la région centre, vers Canala, d'où je suis originaire. Et c'est comme ça que des liens se sont tissés. Il y a eu des mariages, etc. Et je fais partie de cette lignée de l'histoire. Voilà, très succinctement, très vite, pour essayer de caler dans le temps que Claire vient de me donner. Donc, très vite par rapport à la reformulation, le nom de cette hache qui est aujourd'hui devenue Naakuta. Voilà, merci. Peut-être que je vais reprendre la parole pour conclure et expliquer aussi la diapositive qui est derrière nous. En fait, c'est que dans le cadre du travail proposé par Denis de renomination de la hache, il était aussi question de la présenter différemment, non plus à la verticale comme on présente un ostensoir, mais vraiment à l'horizontale pour rappeler aussi toute la symbolique du nom Nakweta.
Je vous montre encore quelques expériences de travail avec Denis. Donc ça a donné lieu à un article qui a été publié, un article écrit par Denis Pourawa qui a été publié dans un catalogue d'exposition, l'exposition exotique, dans lequel était présentée la hache couchée à l'horizontale. Et puis un autre texte, parce que sur l'une des photos que vous avez vues, il y a un lien qui est attaché, et donc c'est Denis qui a attaché ce lien sur l'objet en signe d'un manou, en fait, et ça, il l'explique, et c'est quelque chose qui a fait partie d'une autre exposition et dans laquelle Denis et d'autres personnes concernées par d'autres objets qui étaient exposés faisaient partie des auteurs de l'exposition. C'est aussi comment décloisonner les disciplines, comment décloisonner les domaines de compétences et comment intégrer au maximum les points de vue différents sur les objets. Voilà, et enfin, pour conclure, je vous présente cet article qui a été écrit par professeur Noémie Etienne, historienne de l'art, et qui s'appelle Who Cares? Parce qu'en fait, il se trouve que le fait d'attacher un manou a posé plein de questions au sein du projet de recherche auquel je participais à l'époque, qui s'appelait Exotique. Et ça appelle aussi comme je le disais, à décloisonner de disciplines et puis à s'ouvrir, c'est-à-dire que Who cares? Qui prend soin? Qui a la responsabilité des objets de musée? Comment est-ce qu'on peut partager cette responsabilité? Comment est-ce qu'on peut écrire ensemble l'histoire de ces objets? Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant de conclure par ce point d'interrogation pour voilà, vous présenter un peu cette expérience de travail qu'on a mise en place avec Denis Pourawa. Je coupe parce qu'on est vraiment très très loin derrière le temps. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Claire, merci Denis pour cette intervention. On peut tout de même peut-être prendre quelques minutes pour des questions et remarques s'il y en a. Également sur le chat s'il y en a. Alors Denis, je ne sais pas si tu m'entends. Bonjour Denis Pétello Tuilalo, donc responsable département des arts plastiques au Centre culturel Chibao, mais ici j'ai la casquette de trésorier de l'Association des musées de Nouvelle-Calédonie. Donc bonjour Claire, donc bravo à tous les deux. J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que ça fait écho, vous le savez sans doute, hein, l'exposition Carnet Canac, Voyage en inventaire de Roger Boulet vient d'ouvrir ses portes ici au Centre culturel Chibao. Emmanuel Casarero on a eu l'honneur de l'accueillir, il a fait le voyage à Nouméa pour l'inaugurer. Donc ça fait écho à la vitrine qu'on a vue, à ça. Et écho, je vais faire très court sur le travail de plusieurs années, de plus de 30 ans de Roger Boulet. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est ton regard, on le sait tous, hein, ta qualité de poète et d'écrivain. Mais j'aime bien, justement, on parle tout à l'heure de comment on s'adresse aux communautés, comment on explique notre travail. Et j'aime bien l'idée de finir la journée avec la poésie. Il y a un écrivain comme toi qui a décidé de vivre hors de ses murs, hors de sa tribu, hors de son pays natal, et de jouer le rôle d'ambassadeur. Et ça, je trouve très beau, de finir avec ton travail de poète et de dire autrement, en fait, ton patrimoine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque pour clôturer cette première journée de réflexion? Peut-être juste dire en effet que la hache, elle a été inventoriée à l'inventaire du patrimoine kanak dispersé, parce que quand je suis arrivée à Lausanne et que j'ai vu cet objet, j'ai tout de suite fait appel à Roger Boulet et à Emmanuel Casarero pour qu'ils puissent l'inscrire dans cet inventaire.